J'avais 73 ans quand j'ai découvert que la pire chute de ma vie ne serait pas celle d'une falaise dans les Pyrénées, mais celle de comprendre que mon propre fils voulait ma mort. Ce matin-là, sur un sentier de montagne près de Lourdes, j'ai senti deux mains me pousser violemment dans le vide. Mon mari et moi avons chuté, nos corps se brisant contre les rochers. Alors que je gisais là, baignant dans mon sang, mon mari a murmuré ces mots glacials. « Ne bouge pas », fait semblant d'être morte. Puis il a ajouté quelque chose qui a figé mon âme. Ils ont trouvé le cahier. Maintenant tout est fini. Quel cahier? Pourquoi mon fils et ma belle-fille voulaient-ils nous assassiner? Pendant 50 ans, j'avais gardé des secrets enterrés au fond d'un vieux journal bleu, des confessions que je n'aurais jamais dû écrire, des vérités qui pouvaient détruire une famille entière. Mais ce que j'allais découvrir en survivant à cette chute était bien plus terrible que tous mes secrets réunis. Une trahison qui transformerait l'amour en cupidité, la famille en ennemi, et qui me forcerait à choisir entre ma dignité et ma survie. Cette histoire vraie d'une femme ordinaire confrontée à l'extraordinaire cruauté de ceux qu'elle aimait le plus va vous bouleverser jusqu'aux larmes. Si vous voulez découvrir comment j'ai survécu et ce que contenait réellement ce cahier maudit, suivez cette chaîne, laissez un like et dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. Votre soutien me donne la force de continuer à partager mon histoire. J'avais 73 ans quand j'ai découvert que la pire chute de ma vie ne serait pas celle de la falaise, mais celle du cœur. Ce matin-là, dans les contreforts de Lourdes, l'air sentait la terre humide et le pin des Pyrénées. Le brouillard s'accrochait encore au sommet, et mes doigts tremblaient, pas de froid mais d'une joie fragile que je n'osais pas nommer. Nous marchions en silence, moi, mon mari Henri, notre fils Luc et sa femme Marianne. Après des mois de tension, de regards froids lors des repas du dimanche, de conversations qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce, cette randonnée me semblait être un miracle, un geste de réconciliation, une nouvelle chance. Je me souviens avoir pensé « Enfin, ma famille revient vers moi. Quelle idiote j'étais !» Le sentier serpentait entre les rochers, étroit comme une promesse fragile. Henri marchait devant, le dos voûté par ses 75 ans, mais toujours fier, toujours droit dans son épaisse veste de laine bleue, celle que je lui avais offerte pour notre 45e anniversaire. Luc et Marianne suivaient, à quelques mètres derrière moi. J'entendais leurs pas sur les cailloux. Parfois, le rire de Marianne, ce rire cristallin qu'elle réservait d'habitude aux inconnus, jamais à moi. Je me retournais de temps en temps, pour les voir, pour m'assurer qu'ils étaient là, qu'ils ne partaient pas. Marianne portait son foulard rouge, celui avec les petites fleurs brodées. Je me rappelle ce détail avec une précision qui me brûle encore. Rouge comme le sang qui coulera bientôt. Elle souriait. Luc aussi. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, quelque chose que je n'ai compris que trop tard. « Maman, attention où tu marches », m'avait dit Luc quelques minutes plus tôt. Sa voix était douce, presque tendre. Je m'étais senti fondre. Mon fils, mon petit garçon, s'inquiétait pour moi. Nous étions arrivés à un point de vue magnifique, là où la montagne s'ouvre comme une blessure et révèle toute la vallée. On pouvait voir l'église de Lourdes au loin, minuscule, et les toits d'ardoise grises de Tarbes qui scintillaient sous le soleil d'octobre. Henri s'était arrêté pour reprendre son souffle. Il avait posé sa main sur un rocher, et je m'étais approché de lui, inquiète. « Ça va, Henri ?» Il m'avait regardé avec une expression étrange. Pas de la douleur, pas de la fatigue. Non, c'était autre chose. De la résignation peut-être, ou de la peur. « Odette », avait-il commencé, mais il n'a jamais fini sa phrase. Parce qu'à cet instant précis, j'ai senti deux mains que je connaissais, que j'avais tenues, bercées, aimées, se plaquer brutalement contre mon dos et pousser, fort, sans hésitation, avec une violence qui ne laissait aucun doute sur l'intention. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un geste maladroit, c'était un meurtre. Le cri d'Henri s'est mêlé au mien. Nos voix se sont brisées ensemble dans l'air glacé. Le monde est devenu pierre, vent et chute. Mon corps a heurté les rochers avec une force que je n'aurais jamais cru possible. J'ai senti mes côtes craquer, ma tête exploser de douleur. Le goût du sang a envahi ma bouche, métallique, épais, chaud. Mes mains ont griffé la terre, cherchant désespérément quelque chose à quoi s'accrocher, mais il n'y avait rien, seulement le vide et la descente qui n'en finissait pas. Quand mon corps s'est enfin arrêté, écrasé contre un amas de rochers en contrebas, je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus qui j'étais. La douleur était partout, absolue, totale.
Mais le pire, ce n'était pas la douleur physique, c'était la voix d'Henri, juste à côté de moi, qui murmurait dans un souffle brisé. « Ne bouge pas, fais la morte. » Mon mari, mon compagnon de 50 ans, l'homme qui avait partagé ma vie, mes rires, mes larmes, mes nuits blanches quand Luc était malade, mes petits déjeuners au café au lait et aux tartines beurrées, cet homme me suppliait de faire semblant d'être morte. Pourquoi? J'ai entrouvert les yeux, juste assez pour voir le ciel au-dessus de moi, blanc comme un linceul. J'ai entendu des voix là-haut. Luc, Marianne. Ils parlaient à voix basse. Je ne comprenais pas leurs mots, mais le ton était clair. Pas de panique, pas de remords. Juste du soulagement. Mon cœur s'est déchiré en 1000 morceaux. Henri a gémi doucement. Son bras était tordu dans un angle impossible. Je voyais le sang couler de son front, former une petite mare rouge sur la pierre grise. Mais il ne criait pas. Il retenait sa douleur, comme s'il craignait qu'il revienne pour finir le travail. Et alors, juste avant que je perde connaissance, j'ai entendu Henri murmurer quelque chose qui a glacé mon âme plus profondément que la chute elle-même. Ils ont trouvé le cahier. Maintenant, tout est fini. Le cahier. Quel cahier? Mes pensées se sont embrouillées. Des images ont surgi, fragmentées, comme des éclats de verre brisés. Un vieux journal bleu. Une boîte en bois cachée dans le grenier. Des pages couvertes de mon écriture, remplies de secrets que j'avais enfouis si profondément que j'avais presque réussi à les oublier moi-même. Non, pas ça, pas ce cahier-là. La panique a submergé la douleur. Mon fils, mon propre fils, avait voulu ma mort. Pour un cahier, pour des mots que j'avais écrits il y a des décennies, dans un moment de faiblesse, de confusion, de désespoir. J'ai voulu crier, j'ai voulu remonter cette falaise et le supplier de m'expliquer. Mais mon corps ne répondait plus. Mes yeux se fermaient malgré moi. L'obscurité m'engloutissait, froide et impitoyable. La dernière pensée qui a traversé mon esprit avant que je sombre dans le néant n'était pas pour ma douleur, ni pour ma peur. C'était une question qui me hanterait chaque jour qui suivrait. Pourquoi mon fils voulait-il ma mort? Je ne sais pas combien de temps je suis restée inconsciente. Peut-être des heures, peut-être des minutes qui ont semblé durer une éternité. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil déclinait déjà derrière les montagnes, transformant le ciel en une toile de sang et d'or. Les Pyrénées, ces géants qui m'avaient toujours réconforté, me semblaient maintenant des juges silencieux, témoins muets de ma trahison. Mon corps n'était que douleur. Chaque respiration était un couteau planté entre mes côtes. Ma jambe gauche refusait de bouger, et quand j'ai essayé de tourner la tête, un éclair de souffrance a traversé ma nuque, si violent que j'ai failli perdre connaissance à nouveau. Mes lèvres étaient gercées, ma langue collée au palais. J'avais soif. Une soif terrible, primitive, qui me faisait penser à la mort qui rôdait autour de nous comme un animal affamé. Henri était toujours à côté de moi. Je l'ai vu avant de l'entendre. Son corps recroquevillé contre un rocher, son bras droit formant un angle grotesque, clairement brisé. Son visage était marqué de coupures profondes, et du sang séché traçait des rivières sombres sur ses joues creusées. Mais ses yeux étaient ouverts, vivants, terrifiés. « Henri », ai-je murmuré, ma voix n'étant qu'un souffle rauque. Il a tourné la tête vers moi avec une lenteur douloureuse. Son regard a croisé le mien, et j'y ai lu quelque chose que je n'avais jamais vu en 50 ans de mariage. Une peur absolue, viscérale, qui allait bien au-delà de la douleur physique. « Ne parle pas », a-t-il chuchoté, sa voix brisée par la souffrance. Quelqu'un pourrait revenir. Revenir. Ce mot a résonné dans ma tête comme une cloche funèbre. Mon fils, ma belle-fille. Ils pourraient revenir pour s'assurer que nous étions bien morts. Pour finir ce qu'ils avaient recommencé sur ce sentier de montagne, qui devait être un moment de paix familiale. Le silence qui a suivi était plus lourd que toutes les pierres qui nous entouraient. Je l'écoutais, ce silence terrible, interrompu seulement par le sifflement du vent entre les rochers et le cri lointain d'un rapace. Chaque bruit me faisait sursauter, le craquement d'une branche, le roulement d'un caillou. Mon cœur s'arrêtait à chaque fois, persuadé que c'était eux, qu'ils revenaient, qu'ils allaient terminer leur œuvre meurtrière. Les heures ont passé dans cette terreur suspendue. La nuit est tombée, enveloppant la vallée d'une obscurité épaisse, percée seulement par la lumière froide de la lune. Le froid s'est installé, ce froid d'octobre dans les Pyrénées qui s'infiltre dans les os, qui transforme chaque respiration en une brûlure glacée dans la poitrine. « Il faut bouger », ai-je fini par dire, mes dents claquant si fort que j'avais du mal à articuler. « On va mourir de froid ici. » Henri a essayé de se redresser,
mais un cri de douleur lui a échappé. Son bras pendait, inutile, et je voyais les larmes couler sur ses joues, pas seulement de souffrance physique, mais de quelque chose de plus profond, d'un chagrin qui semblait venir du fond de son âme. « Le cahier », a-t-il murmuré soudain, ses yeux fixant le ciel noir au-dessus de nous. Tout ça, c'est à cause du cahier. Mon sang s'est glacé. Ce mot encore. Ce cahier qui semblait être la clé de notre chute, au propre comme au figuré. Quel cahier, Henri? De quoi tu parles? Mais il a secoué la tête, grimaçant de douleur. Pas maintenant. Pas ici. Quelqu'un pourrait... Il s'est tu, écoutant intensément le silence autour de nous. Il nous croit morts. C'est notre seule chance. Avec des efforts qui nous ont pris une éternité, nous avons commencé à ramper. Centimètre par centimètre, laissant des traînées de sang sur les pierres grises. Chaque mouvement était une torture. Ma jambe traînait derrière moi comme un poids mort. Henri utilisait son bras valide pour se tirer en avant, son visage tordu par la douleur à chaque mouvement. Je ne sais pas comment nous avons fait. La volonté de survivre peut-être, ou la rage. Une rage sourde qui commençait à bouillonner sous ma douleur, sous ma peur. Mon fils avait essayé de me tuer, mon propre enfant, que j'avais porté dans mon ventre, allaité, bercé pendant ses cauchemars d'enfant, consolé lors de son premier chagrin d'amour. Nous avons trouvé refuge dans une petite grotte naturelle, à peine assez grande pour nous deux, mais qui nous protégeait du vent cinglant. Henri s'est effondré contre la paroi rocheuse, tremblant de froid et de fièvre. Je pouvais voir son bras enfler, devenir violacé. Il avait besoin d'un médecin. Nous en avions tous les deux besoin. Mais Henri refusait catégoriquement. Pas d'hôpital, a-t-il insisté, sa voix ferme malgré la faiblesse. Si nous y allons, ils sauront que nous avons survécu. Et alors, il n'a pas fini sa phrase. Mais je comprenais. Alors, il recommencerait. Cette nuit-là, blotti contre mon mari dans cette grotte humide qui sentait la mousse et la pierre froide, j'ai commencé à fouiller ma mémoire. Le cahier. Un cahier bleu, me suis-je souvenu soudain. Un vieux journal intime que je gardais depuis ma jeunesse, caché dans une boîte en bois au grenier de notre maison à Tarbes. Je l'avais presque oublié. Des décennies s'étaient écoulées depuis la dernière fois que je l'avais ouvert. Mais maintenant, dans l'obscurité glacée de cette grotte, des fragments de souvenirs remontaient à la surface. Des pages couvertes de mon écriture serrée, des confessions, des secrets, des choses que je n'aurais jamais dû écrire mais que j'avais couchées sur le papier pour ne pas devenir folle. « Henri », ai-je murmuré dans la nuit, « de quoi as-tu peur exactement? Qu'est-ce qu'il y a dans ce cahier ?» Le silence qui a suivi a duré si longtemps que j'ai cru qu'il s'était endormi. Mais finalement sa voix a résonné dans l'obscurité, basse et chargée d'une douleur ancienne. « Tout, Odette, il y a tout. Et maintenant, ils savent. Il nous a fallu 3 jours pour rentrer à Tarbes. 3 jours de souffrance indicible, cachés dans des granges abandonnées, mendiant de l'eau auprès d'un berger solitaire qui nous a regardés avec pitié, mais n'a posé aucune question. Henri avait insisté pour éviter les routes principales, persuadé que Luc et Marianne nous cherchaient, ou du moins, cherchaient à s'assurer que nos corps ne seraient jamais retrouvés. Quand nous sommes finalement arrivés devant notre maison, cette vieille bâtisse en pierre de taille avec ses volets bleus que j'avais repeints moi-même 2 étés auparavant, j'ai eu l'impression de regarder un décor de théâtre. Tout semblait normal. Les géraniums rouges dans leur pot près de la porte, le chat de la voisine, Minette, qui se prélassait sur le muret, le linge qui séchait au balcon de Madame Dupont, notre voisine du dessus. La vie continuait. Le monde n'avait pas arrêté de tourner pendant que nous étions en train de mourir au fond d'un ravin. Nous sommes entrés par la porte de service, celle qui donne sur la ruelle où personne ne passe jamais. Henri s'est effondré sur le canapé du salon, sa respiration sifflante, son visage d'une pâleur mortelle. J'ai voulu appeler le docteur Moreau, notre médecin de famille depuis 30 ans, mais Henri a secoué la tête avec violence. Non, personne ne doit savoir. Et ton bras, Henri, il est peut-être infecté? J'ai dit non. Sa voix était si dure, si catégorique, que j'ai reculé. Jamais mon mari ne m'avait parlé sur ce ton. Jamais en 50 ans. J'ai improvisé une attelle avec des planches de bois et des bandes que j'ai trouvées dans l'armoire à pharmacie. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû recommencer 3 fois. Henri serrait les dents, les yeux fermés, suant à grosses gouttes. Quand j'ai enfin terminé, nous sommes restés assis là, dans notre salon qui sentait la lavande séchée et les vieux livres, 2 survivants dans leur propre maison, devenue territoire ennemi. La nuit était tombée depuis longtemps quand je me suis levé. Mon corps protestait à chaque mouvement.
Ma jambe me lançait des éclairs de douleur à chaque pas, mais une force irrésistible me poussait vers le grenier. Je devais voir ce cahier. Je devais comprendre pourquoi mon fils avait voulu me tuer pour quelques pages écrites il y a des décennies. L'escalier qui menait au grenier craquait sous mes pieds, comme s'il me reprochait mon intrusion. Je connaissais chaque marche, chaque grincement. Combien de fois étais-je monté ici pour ranger les décorations de Noël, les vieux vêtements de Luc, les souvenirs d'une vie entière. La lumière de ma lampe torche a dansé sur les poutres du plafond, révélant les toiles d'araignée qui pendaient, comme des voiles fantomatiques. L'odeur de poussière et de bois ancien me remplissait les narines. J'ai avancé vers le fond du grenier, là où se trouvait la vieille armoire normande, héritée de ma grand-mère. Derrière l'armoire, dissimulée dans un recoin que seul moi connaissais, se trouvait la boîte en bois. Une simple boîte en chêne, pas plus grande qu'un livre, avec des ferrures en cuivre ternies par le temps. Mon père me l'avait offerte pour mes 16 ans. « Pour tes secrets », m'avait-il dit avec un clin d'œil complice. Mes doigts ont tremblé quand j'ai soulevé le couvercle. La boîte était vide, complètement vide. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai retourné, l'ai secoué, comme si le cahier allait miraculeusement réapparaître. Mais non, rien. Juste le bois nu et l'odeur de cèdre qui avait toujours imprégné l'intérieur. C'est alors que je l'ai vu. Une feuille de papier, posée délicatement sur le dessus de l'armoire, comme si quelqu'un l'avait laissée là intentionnellement pour que je la trouve. Je l'ai prise d'une main tremblante, et quand ma lampe a éclairé l'écriture, le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'était ma propre écriture. Mon écriture d'il y a 40 ans, avec ces grandes boucles que j'avais abandonnées depuis. Et les mots, oh mon Dieu, les mots, étaient comme des poignards plantés dans mon cœur. Un jour, il saura qui est son véritable père. Les larmes ont brouillé ma vision. Mes jambes ont cédé, et je me suis retrouvé à genoux sur le plancher poussiéreux du grenier, serrant cette feuille contre ma poitrine, comme si je pouvais la faire disparaître en la tenant assez fort. Luc avait 10 ans quand j'avais écrit ces mots. 10 ans. C'était l'été 1971. L'été où ma mère était morte d'un cancer qui l'avait emportée en 3 mois à peine. L'été où j'avais sombré dans un désespoir si profond que je ne reconnaissais plus ma propre vie. Henri travaillait constamment, essayant de maintenir son atelier de menuiserie à flot pendant la crise économique. Je me sentais seul, si seul. Et puis il y avait eu Antoine. Antoine Mercier, le nouveau pharmacien de la rue Victor Hugo. Un homme doux, attentionné qui m'écoutait quand je venais chercher les médicaments pour ma mère, qui posait sa main sur la mienne et me disait que tout irait bien, qui m'avait trouvé en pleurs un soir devant la pharmacie fermée et m'avait emmené boire un café. Un café qui s'était transformé en 2, puis en confidence, puis en quelque chose que je n'aurais jamais dû laisser arriver. Cela n'avait duré que quelques semaines. Un moment d'égarement, de faiblesse, de besoin désespéré d'être vu, d'être entendu, d'être aimé, puis ma mère était morte, et la culpabilité m'avait submergé comme une vague noire. J'avais mis fin à cette liaison avant même qu'elle ne devienne vraiment réelle. Mais le doute était resté. Ce doute terrible qui me rongeait les nuits où je regardais Luc dormir. Il avait les yeux verts d'Henri, le nez droit de ma famille. Mais sa bouche, cette bouche fine et ses lèvres bien dessinées, n'étaient-elles pas celles d'Antoine ? J'avais écrit ces mots dans un moment de folie, de confusion absolue, pour exorciser mes démons, pour mettre noir sur blanc cette peur qui me dévorait de l'intérieur. Mais je n'avais jamais voulu que quelqu'un les lise. Surtout pas Luc. Surtout pas mon fils. Là, dans le grenier, avec cette feuille dans les mains et les larmes qui coulaient sur mes joues poussiéreuses, j'ai compris l'ampleur de la catastrophe. Marianne avait trouvé le cahier. Elle l'avait lu. Et maintenant, mon fils savait, ou croyait savoir, qu'Henri n'était peut-être pas son père biologique. Dans le cahier, il y avait bien plus que cette seule phrase. Il y avait des pages entières sur Antoine, sur mes doutes, sur ma culpabilité, sur les fois où je m'étais demandé si je devais dire la vérité à Henri. Des pages qui, lues par des yeux mal intentionnés, pouvaient détruire 50 ans de mariage, détruire l'identité même de mon fils. Odette, la voix d'Henri montait de l'escalier. Je me suis essuyé les yeux, et plié la feuille et l'ai glissée dans ma poche. Quand je suis redescendu, mon mari était debout au pied de l'escalier, le visage hagard. « Le cahier n'est plus là, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, même s'il connaissait déjà la réponse. J'ai secoué la tête, incapable de parler. Henri a fermé les yeux. Alors c'est vraiment fini. Les jours suivants ont été un cauchemar éveillé. Nous vivions comme des fantômes dans notre propre maison, sursautant au moindre bruit, fermant les volets même en plein jour.
Henri refusait toujours de voir un médecin. Son bras enflait de plus en plus, prenant des teintes violacées qui me terrifiaient. Je changeais les bandages chaque soir, appliquant des compresses d'arnica que je préparais avec les plantes séchées de mon jardin, priant pour que l'infection ne se propage pas. Mais ce n'était pas son bras qui me faisait le plus peur. C'était son silence. Henri avait toujours été un homme de peu de mots, mais là c'était différent. Il passait des heures assis dans son fauteuil près de la fenêtre, regardant la rue sans vraiment la voir, perdu dans des pensées qu'il refusait de partager avec moi. La nuit, je l'entendais pleurer. Des sanglots étouffés qu'il essayait de cacher sous sa couverture, mais que je percevais quand même. 50 ans de mariage vous apprennent à reconnaître chaque respiration, chaque soupir de l'autre. Le 5e matin après notre retour, je n'en pouvais plus. Je me suis réveillé avant l'aube, incapable de supporter une minute de plus cette attente terrible. Il fallait que je sache. Il fallait que Henri me dise la vérité, toute la vérité, sur ce qui se cachait dans ce cahier maudit. Je suis descendu à la cuisine. J'ai préparé du café dans notre vieille cafetière italienne, celle que nous avions ramenée de notre voyage de noces à Rome, il y a une éternité. L'odeur du café fraîchement moulu a rempli la cuisine, se mêlant aux premiers rayons du soleil qui perçaient à travers les rideaux de dentelle. Henri est descendu quelques minutes plus tard, attiré par l'odeur. Il s'est assis à table sans un mot. J'ai posé une tasse devant lui, puis je me suis assise en face, mes mains tremblant tellement que j'ai dû les poser à plat sur la table de bois usée. « Henri » ai-je commencé, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. « Il faut qu'on parle. Je dois savoir. » Il a bu une gorgée de café, les yeux fixés sur sa tasse. Le silence s'est étiré, lourd comme une pierre tombale. Dehors, j'entendais le chant des oiseaux, le bruit d'une voiture qui passait, la vie normale qui continuait pendant que la nôtre s'effondrait. « Tu te souviens de l'été 1971 » a-t-il finalement murmuré. Mon sang s'est glacé. Bien sûr que je me souvenais. Comment aurais-je pu oublier? Je travaillais jour et nuit à l'atelier, a-t-il continué, sa voix monotone, comme s'il récitait une leçon apprise par cœur. La crise économique, les commandes qui diminuaient. J'essayais de sauver mon entreprise, de nous sauver tous. Il a levé les yeux vers moi, et j'y ai lu une douleur si profonde que j'ai eu mal pour lui. Je n'ai pas été là pour toi quand ta mère est morte. Je le sais, les larmes me sont montées aux yeux. Henri, laisse-moi finir, a-t-il dit doucement mais fermement. J'ai besoin de le dire. Après toutes ces années, j'ai besoin de le dire. Il a posé sa tasse avec des gestes lents, précautionneux, comme s'il manipulait quelque chose de précieux et fragile. Puis il a fermé les yeux, et quand il a repris la parole, sa voix était brisée. Je savais, pour Antoine, je savais depuis le début. Le monde s'est arrêté de tourner. Ma bouche s'est ouverte mais aucun son n'en est sorti. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Comment ai-je finalement articulé? Madame Blanc, a-t-il répondu simplement. Notre voisine d'en face, cette vieille commère qui passait ses journées à sa fenêtre à épier le quartier, elle t'a vu entrer dans cet appartement au-dessus de la pharmacie plusieurs fois. Elle me l'a dit un soir avec ce petit sourire venimeux qu'elle avait. J'ai porté mes mains à ma bouche, horrifié. Mon Dieu, Henri, pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que ta mère était en train de mourir. Sa voix s'est brisée sur ces mots. Parce que tu souffrais déjà tellement. Parce que je voyais bien que ce n'était pas... Il a cherché ses mots, déglutissant péniblement. Ce n'était pas de l'amour, c'était du désespoir, de la solitude. Et je me sentais tellement coupable, Odette. C'était ma faute. Ma faute si tu avais cherché ailleurs le réconfort que j'aurais dû te donner. Les sanglots que je retenais depuis des jours ont éclaté. Des sanglots qui venaient du plus profond de mon être. 50 ans de culpabilité et de honte qui se déversaient enfin. Je suis désolé, ai-je hoqueté entre deux sanglots. Je suis tellement désolé, Henri. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. C'était une erreur, une terrible erreur. Je sais, a-t-il murmuré. Et puis, dans un souffle qui m'a déchiré, Luc n'est pas mon fils. Le silence qui a suivi ces mots était absolu, total, comme si l'univers entier retenait son souffle. Comment peux-tu en être sûr? Ai-je demandé, même si une partie de moi ne voulait pas connaître la réponse. Henri a sorti de sa poche une enveloppe jaunie par le temps. Il l'a posée sur la table entre nous, comme une accusation silencieuse. Mes mains tremblaient quand je l'ai prise. À l'intérieur, il y avait des résultats d'analyse, des tests de paternité, datés de 1985. Tu as fait des tests? Ma voix n'était plus qu'un filet. Quand Luc a eu 14 ans et qu'il a eu besoin d'une transfusion sanguine après son accident de vélo,
a expliqué Henri. Le médecin m'a demandé mon groupe sanguin, et puis il m'a regardé avec un air bizarre quand je le lui ai dit. Il n'a rien dit, mais j'ai compris. J'ai fait faire des tests en secret. Ses yeux se sont remplis de larmes. Incompatibilité génétique. Scientifiquement, biologiquement, impossible que je sois son père. Je ne pouvais plus respirer. L'air refusait d'entrer dans mes poumons. Toutes ces années, Henri avait su. Il avait su et il n'avait rien dit. Il avait continué à aimer Luc comme son fils, à l'élever, à être présent pour lui, sachant que cet enfant n'était pas le sien. Pourquoi ? Ai-je sangloté. Pourquoi tu n'as rien dit ? Pourquoi tu es resté ? Henri s'est levé péniblement, est venu vers moi et a posé sa main valide sur mon épaule. Parce que je l'aimais, Odette. Parce que c'était mon fils, peu importe ce que disait le sang. Parce que je t'aimais, toi. Et parce que certaines vérités sont trop lourdes à porter. Il m'a serré contre lui, et nous sommes restés là, enlacés dans notre cuisine qui sentait le café et les vieux souvenirs, deux âmes brisées qui avaient apporté ce secret pendant des décennies. Mais maintenant, a-t-il murmuré contre mes cheveux, Marianne a trouvé ton cahier. Elle a lu tes doutes, tes confessions, et elle a dû trouver mes résultats aussi. Je les gardais dans la même boîte cachée derrière les tiens. Elle sait tout, et elle l'a dit à Luc. Mon cœur s'est serré. C'est pour ça qu'il nous a poussés. Non, a répondu Henri d'une voix étrangement calme. Ce n'est pas pour ça. C'est pour l'héritage, Odette. Pour la maison, pour l'argent, pour tout. Le cahier n'était qu'un prétexte, une justification. Et là, dans les bras de mon mari, j'ai compris l'horrible vérité. Mon fils n'avait pas essayé de me tuer par colère ou par trahison. Il avait essayé de me tuer par cupidité. J'ai mis 1 semaine avant de trouver le courage de sortir de la maison. 1 semaine à me cacher comme une criminelle dans mon propre foyer, à sursauter chaque fois que quelqu'un passait dans la rue, à vérifier 10 fois que les portes étaient bien verrouillées avant de me coucher. Henri m'avait supplié de rester à l'intérieur, mais les provisions s'épuisaient, et surtout je ne pouvais plus supporter cette claustration qui me donnait l'impression d'être enterrée vivante. Un mercredi matin, j'ai enfilé mon manteau beige, celui avec les boutons en nacre que ma mère m'avait offert il y a si longtemps. J'ai noué un foulard autour de mon cou pour cacher les ecchymoses qui viraient au jaune verdâtre. J'ai mis mes lunettes de soleil, même si le ciel était gris ce jour-là. Puis je suis sorti, le cœur battant comme celui d'un animal traqué. Le marché du mercredi à Tarbes était une institution. Depuis 40 ans, j'y allais chaque semaine, saluant les mêmes commerçants, achetant mon fromage chez Monsieur Garnier, mes légumes chez la famille Dubois, mon pain chez le jeune boulanger qui avait repris la boutique de son père. C'était mon rituel, mon moment à moi, mon lien avec la vie du quartier. Mais ce mercredi-là, tout semblait différent. Les regards qui se posaient sur moi me paraissaient plus insistants. Les chuchotements me semblaient dirigés vers moi. Étais-je paranoïaque ou les gens savaient-ils quelque chose? Marianne avait-elle déjà commencé à répandre ses venins? J'étais en train de choisir des tomates chez les Dubois, essayant de me concentrer sur leur fermeté, leur couleur, leur odeur de terre et de soleil, quand je l'ai vue. Marianne. Elle traversait les allées du marché comme une reine traversant sa cour. Grande, élégante dans son tailleur noir Chanel, celui que Luc lui avait offert pour leur 10e anniversaire de mariage, ses cheveux bruns impeccablement coiffés, en un chignon sophistiqué. Elle portait des lunettes de soleil griffées et un sac à main qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Nos regards se sont croisés, un instant seulement. Mais dans cet instant, j'ai vu un sourire se dessiner sur ses lèvres, un sourire froid, calculateur, victorieux. Elle s'est dirigée vers moi, lentement, délibérément. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau sur mon cœur. Les gens autour de nous ont commencé à ralentir, à observer. Madame Petit, la fleuriste, a arrêté de servir sa cliente. Monsieur Garnier s'est figé, son couteau à fromage en l'air. Marianne s'est arrêtée devant moi, si près que je pouvais sentir son parfum, un Dior coûteux, écrasant, qui me donnait la nausée. Elle a retiré ses lunettes avec un geste théâtral, révélant ses yeux noirs qui me fixaient avec une intensité glaciale. « Odette », a-t-elle dit, sa voix claire portant dans le silence soudain du marché. « Quelle surprise de vous voir ici. Je vous croyais partie. » Le mot « partie » sonnait comme « morte ». Je le savais. Elle le savait. Et tous ceux qui nous entouraient l'ont compris aussi. « Je vis ici, Marianne », ai-je répondu, ma voix tremblant malgré mes efforts pour paraître calme. « Et ma ville, mon marché. Vraiment ?» Elle a penché la tête sur le côté comme un rapace étudiant sa proie.
J'aurais pensé qu'après tout ce qui s'est passé, vous préféreriez vous faire discrète. Mon sang s'est glacé. Que savaient exactement les gens autour de nous? Qu'avait-elle raconté? Elle s'est rapprochée encore, si près que je pouvais voir les pores de sa peau parfaitement maquillés, sentir son haleine mentholée. Elle a posé sa main sur mon bras, une main aux ongles vernis de rouge sang, et a serré. Fort, assez fort pour me faire mal. Vous ne méritez pas ce nom de famille, a-t-elle sifflé entre ses dents, assez bas pour que seul je l'entende, mais assez fort pour que les plus proches puissent saisir quelques mots. Vous ne méritez pas cette maison. Vous ne méritez pas l'héritage que vous gardez égoïstement alors que votre fils qui vous a tout donné, attend son dû. Les larmes me sont montées aux yeux. Pas de douleur physique, mais de l'humiliation pure. Autour de nous, les regards se multipliaient. Madame Blanc, cette maudite Madame Blanc qui avait déjà détruit ma vie une fois, était là, buvant chaque mot, chaque geste, prête à colporter l'histoire à tout le quartier. J'ai des preuves, a continué Marianne, sa voix se faisant plus forte, plus assurée. Des preuves de qui vous êtes vraiment, de ce que vous avez fait. Le cahier ne vous appartient plus, Odette. Il m'appartient, et avec lui la vérité. Elle a sorti de son sac une enveloppe bleue que j'ai reconnue immédiatement. Mon estomac s'est retourné. À l'intérieur, je le savais, se trouvaient des photocopies de mon cahier, de mes confessions les plus intimes, de mes secrets les plus sombres. Tout le monde va savoir, a-t-elle murmuré avec un sourire mauvais. Tout le monde va savoir quelle sorte de femme vous êtes, quelle sorte de mère, quelle sorte de menteuse. J'ai voulu lui arracher l'enveloppe des mains, mais elle a reculé d'un pas, riant presque. Les tomates que je tenais sont tombées de mes mains, roulant sur le pavé, éclatant en taches rouges qui ressemblaient à du sang. « Vous ne pouvez pas faire ça », ai-je murmuré, ma voix brisée. « Vous ne pouvez pas. »« Oh, mais je peux », a-t-elle répondu, remettant ses lunettes de soleil. « Et je le ferai, à moins que… » Elle a laissé la phrase en suspens, savourant son pouvoir sur moi. Autour de nous, les murmures enflaient comme une marée. Je les entendais, ces chuchotements venimeux qui allaient se répandre dans toute la ville comme une traînée de poudre. À moins que quoi, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. À moins que vous fassiez ce qui est juste. Ses lèvres se sont étirées en un sourire cruel. Signez la maison à Luc, tout l'héritage, tout ce qui devrait lui revenir de droit. Et peut-être, que je garderai vos secrets pour moi. Elle a tourné les talons et s'est éloignée, sa silhouette noire se découpant contre la lumière grise du matin. Derrière elle, elle laissait un sillage de destruction. Ma réputation en lambeaux, ma dignité piétinée, mon existence réduite à un spectacle pour les commères du marché. Je suis resté là, figé au milieu des étals de légumes, les gens me regardant avec un mélange de pitié et de curiosité malsaine. Madame Dubois a posé sa main sur mon épaule avec une douceur maladroite. « Ça va, Odette ?» Mais je ne pouvais pas répondre. Ma gorge était serrée par la honte, par la rage, par l'impuissance totale. Je suis rentré chez moi sans mes courses, les jambes tremblantes, le cœur en miettes. Henri m'attendait à la porte, son visage se décomposant quand il a vu mon état. « Elle t'a trouvé », a-t-il simplement dit. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, j'ai compris que Marianne ne jouait pas simplement pour l'argent ou la maison. Elle jouait pour me détruire complètement, pour effacer mon existence, mon histoire, ma dignité, et elle était en train de gagner. 3 jours après l'humiliation au marché, Henri s'est effondré. Pas physiquement, bien que son bras soit toujours enflé et que la fièvre le prenne parfois la nuit, mais émotionnellement, complètement, totalement. C'était un vendredi soir. La pluie tambourinait contre les fenêtres de notre maison, ce bruit régulier qui d'habitude me réconfortait mais qui ce soir-là me semblait sinistre, comme des doigts fantomatiques grattant le verre. J'avais préparé un pot-au-feu, la recette de ma mère, avec des carottes, des navets et ce morceau de bœuf que j'avais réussi à acheter chez un boucher de Lannemezan pour éviter le marché de Tarbes. Henri était assis à table, mais il ne mangeait pas. Il fixait son assiette comme si elle contenait du poison. Ses mains tremblaient. Depuis 3 jours, il parlait à peine, se contentant de marmonner des réponses monosyllabiques quand je lui posais des questions. Mais ce soir-là, quelque chose a craqué en lui. J'ai posé ma fourchette, observant mon mari qui semblait vieillir de 10 ans sous mes yeux. Ses épaules s'affaissaient. Son visage, marqué par la chute et par 50 ans de travail acharné, semblait sculpté dans la cire.
Ces yeux verts que j'avais tant aimés, qui m'avaient regardé avec amour le jour de notre mariage dans la petite église de Bagnères de Bigorre, étaient vides. « Henri » ai-je murmuré, tendant ma main vers lui par-dessus la table. « Parle-moi, s'il te plaît. » Le silence s'est étiré, ponctué seulement par le bruit de la pluie et le tic-tac de l'horloge murale. Cette vieille horloge qui appartenait au grand-père d'Henri, qui avait survécu à 2 guerres mondiales et qui maintenant témoignait silencieusement de l'effondrement de notre famille. Puis, sans prévenir, Henri a éclaté en sanglots. Ce n'étaient pas des larmes discrètes, pudiques, comme celles qu'il avait versées quand son père était mort, ou quand notre petite Sophie était née morte, il y a 42 ans. Non, c'étaient des sanglots déchirants, violents, qui secouaient tout son corps. Il a posé sa tête entre ses mains, ses épaules tressautant de manière incontrôlable, et des sons gutturaux, presque animaux, s'échappèrent de sa gorge. Je me suis levé précipitamment, renversant presque ma chaise, et je me suis agenouillé à côté de lui. J'ai passé mes bras autour de ses épaules tremblantes, le serrant contre moi comme j'aurais serré un enfant blessé. « Laisse-toi aller » ai-je murmuré contre sa tempe. « Je suis là, mon amour. » Il a pleuré pendant ce qui m'a semblé une éternité. Ses larmes mouillaient ma robe, ses mains agrippaient mes bras avec une force désespérée. Toute la douleur, toute la trahison, toute l'humiliation des dernières semaines se déversaient enfin. Quand les sanglots se sont finalement calmés, Henri a levé vers moi un visage ravagé. Ses yeux étaient rouges et gonflés, son nez coulait, et il avait l'air d'un homme brisé en 1000 morceaux. « Luc n'est pas mon fils », a-t-il dit d'une voix rauque, comme si prononcer ces mots à voix haute leur donnait une réalité insupportable. Je me suis assise sur le sol froid de la cuisine, toujours tenant sa main dans la mienne. « Je sais », ai-je répondu doucement. « Tu me l'as dit. » « Non. » Il a secoué la tête avec violence. « Tu ne comprends pas. » Sa voix s'est brisée à nouveau. « Pendant 43 ans, j'ai élevé cet enfant comme le mien. Je l'ai bercé quand il faisait des cauchemars. Je lui ai appris à faire du vélo sur la place de la cathédrale. Je l'ai accompagné à son premier jour d'école. J'étais là quand il a eu la rougeole, quand il s'est cassé le bras en tombant du cerisier, quand il a pleuré parce qu'une fille l'avait rejeté au lycée. Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant. Je l'ai aimé, Odette. Je l'ai aimé comme on aime son propre sang. Peu importait ce que disaient les tests, peu importait que je sache au fond de moi qu'il n'était pas biologiquement le mien. C'était mon fils, mon garçon. Sa voix est montée d'un cran, teintée de rage et de désespoir. Et lui, il nous a poussés d'une falaise. Il a essayé de nous tuer, comme si nous n'étions rien, comme si 50 ans d'amour ne valaient rien. Henri s'est levé brusquement, faisant grincer sa chaise sur le carrelage. Il a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine, son bras blessé pendant inutilement, l'autre gesticulant de manière désordonnée. Je me suis demandé, a-t-il continué, sa voix devenant presque hystérique, je me suis demandé toutes ces années si c'était ma faute. Si peut-être, il sentait inconsciemment que je n'étais pas son vrai père. Si c'était pour ça qu'il était parfois distant avec moi. Froid, calculateur. Il s'est arrêté devant la fenêtre regardant la pluie dévaler le verre. Mais non, ce n'est pas ça. Le cahier de Marianne me l'a confirmé. Elle a écrit dans les marges de tes pages, Odette, des notes, des calculs. Elle planifiait tout depuis des mois. L'accident n'en était pas un. C'était un meurtre prémédité. Mon sang s'est glacé. Tu as vu le cahier ? Henri a ri. Un rire amer, sans joie. Des photocopies. Marianne en a laissé quelques-unes dans notre boîte aux lettres hier. Comme un avertissement. Comme un rappel de son pouvoir sur nous. Il est revenu vers la table et a sorti de sa poche des feuilles pliées. Il les a jetées devant moi. Mes mains tremblaient quand je les ai dépliées. C'étaient effectivement des pages de mon cahier. Mon écriture, mes confessions, mes doutes sur la paternité de Luc. Mais dans les marges, en rouge, une autre écriture, celle de Marianne. J'ai lu, et chaque mot était un coup de poignard. Héritage estimé à 450 000 €. Maison plus terrain plus économie. Plan A, convaincre de signer. Plan B, accident. Témoin, aucun. Lieu, sentier de montagne isolé. Assurance vie, 100 000 € chacun, total. 650 000 €. Ma gorge s'est serrée. Je ne pouvais plus respirer. Ces mots froids, calculés, transformaient le meurtre de leurs propres parents en une simple transaction financière. 650 000 €, a répété Henri, sa voix plate maintenant, vidée de toute émotion. C'est le prix de nos vies, apparemment. C'est ce que nous valons notre fils et sa femme. Il s'est rassis lourdement, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter.
Le pire, Odette, ce n'est pas qu'il ait essayé de nous tuer, c'est qu'il l'a fait avec tant de facilité, sans hésitation. J'ai vu ses yeux juste avant qu'ils poussent. Ils étaient vides, comme s'il regardait des objets, pas ses parents, pas les gens qu'il avait élevés, aimés, sacrifiés pour lui. Les sanglots l'ont repris, mais cette fois, j'ai pleuré avec lui. Nous nous sommes tenus l'un l'autre dans cette cuisine qui sentait le pot-au-feu refroidi et le désespoir. Deux âmes brisées qui réalisaient que leur fils, peu importe qu'il avait conçu, était devenu un monstre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ai-je demandé quand les larmes se sont finalement taries. Henri a regardé vers le plafond, comme s'il cherchait une réponse dans les vieilles poutres en bois. Je ne sais pas, a-t-il murmuré. Mais je sais une chose. Je ne laisserai pas Marianne gagner. Je ne laisserai pas notre histoire, notre vie être réduite à une ligne dans un compte bancaire. Le coup à la porte est arrivé le lendemain matin, juste après l'aube. Un coup sec, autoritaire, qui a résonné dans toute la maison comme un coup de canon. Henri et moi étions encore au lit, enlacés l'un contre l'autre comme deux naufragés accrochés à une épave. Nous n'avions presque pas dormi, passant la nuit à chuchoter dans l'obscurité, à échafauder des plans qui s'effondraient aussitôt imaginés. Les coups ont repris, plus forts, plus insistants. « Maman, papa, je sais que vous êtes là. Ouvrez. » La voix de Luc, mon fils, l'enfant que j'avais porté pendant 9 mois, que j'avais mis au monde dans des douleurs atroces à l'hôpital de Tarbes, un matin glacial de janvier 1961. Le bébé qui avait agrippé mon doigt avec sa petite main la première fois que je l'avais tenu contre ma poitrine. Henri s'est raidi à côté de moi. « Ne réponds pas », a-t-il murmuré. Mais comment ne pas répondre ? Comment ignorer la voix de son propre enfant, même quand cet enfant avait essayé de vous assassiner ? Je vais compter jusqu'à 3. A continué Luc, sa voix se faisant plus dure, plus menaçante. Si vous n'ouvrez pas, j'enfonce la porte. 1, 2. Je me suis levé, mes jambes tremblant tellement que j'ai dû m'accrocher à la commode pour ne pas tomber. Henri a tenté de me retenir, mais je me suis dégagé doucement. Il fallait que je voie mon fils. Il fallait que je regarde dans ses yeux et que je comprenne comment nous en étions arrivés là. J'ai descendu l'escalier comme une condamnée marchant vers l'échafaud. Chaque marche craquait sous mes pieds, semblant crier ma terreur. Ma main tremblait quand je l'ai posée sur la poignée de la porte. J'ai pris une grande inspiration, fermé les yeux un instant, puis j'ai ouvert. Luc se tenait sur le seuil, et pendant un instant, un bref instant troublant, j'ai revu le petit garçon qu'il était. Ses yeux verts, identiques à ceux d'Henri, même si le sang qui coulait dans ses veines n'était pas le sien. Son nez droit, ses pommettes hautes. Il portait un costume gris anthracite impeccable, une chemise blanche sans un pli, des chaussures cirées qui reflétèrent la lumière matinale. Mais son visage était celui d'un étranger, froid, calculateur, sans une once de l'amour qu'un fils devrait avoir pour sa mère. « Bonjour maman », a-t-il dit, et le mot « maman » sonnait comme une insulte dans sa bouche. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était nouée, mes lèvres refusaient de former des mots. Il est entré sans y être invité, me poussant presque sur le côté. Ses yeux ont balayé l'entrée de la maison. Cette entrée que j'avais décorée avec tant de soin, avec les photos de famille sur les murs, le petit meuble en chêne où je rangeais les clés, le tapis persan usé que nous avions acheté lors de notre voyage à Istanbul. Toujours debout, cette vieille baraque, a-t-il commenté avec un petit rire sans joie. Je me demande combien de temps encore avant qu'elle s'effondre. Comme tout le reste dans cette famille, Henri est apparu en haut de l'escalier, tenant la rampe de sa main valide. Son visage était blême, mais sa voix était ferme quand il a parlé. « Qu'est-ce que tu veux, Luc ?»« Mon fils, mon Dieu, pouvais-je encore l'appeler ainsi ?» a levé les yeux vers son père. Un sourire cruel s'est dessiné sur ses lèvres. « Papa » a-t-il dit, et le mot était chargé de sarcasme. Ou devrais-je dire « Henri, après tout, maintenant que je sais la vérité, peut-être que les formalités ne sont plus nécessaires. » J'ai vu Henri vaciller, comme s'il avait reçu un coup physique. Ses doigts se sont crispés sur la rampe, les jointures devenant blanches. Luc a sorti une enveloppe de sa poche intérieure. Une grande enveloppe Kraft, épaisse, qui semblait peser 1 tonne. Il l'a brandie devant moi comme une arme. « Voilà ce que je veux », a-t-il dit, sa voix devenant coupante comme du verre brisé. Des papiers, des signatures, le transfert de propriété de cette maison à mon nom, l'accès au compte bancaire, tout. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Luc a fait un pas vers moi, si près que je pouvais sentir son après-rasage, ce parfum cher qu'il portait maintenant.
si différent de l'eau de Cologne simple qu'Henry utilisait. Ou alors, a-t-il continué, sa voix descendant à un murmure dangereux. Ou alors, je vais chez les gendarmes. Je leur raconte que ma pauvre mère, dans sa vieillesse, est devenue confuse. Qu'elle a des hallucinations. Qu'elle m'accuse de choses terribles. Son sourire s'est élargi. Après tout, qui va croire deux vieillards blessés prétendant que leur fils a essayé de les tuer? Surtout quand je raconterai que vous avez fait une chute accidentelle pendant une randonnée et que, dans votre confusion, vous avez inventé cette histoire délirante. Les larmes me sont montées aux yeux. Comment peux-tu? Ai-je commencé, ma voix n'étant qu'un souffle brisé. Comment je peux quoi? Il a haussé les épaules avec désinvolture. Réclamer ce qui me revient de droit? Cette maison aurait dû m'appartenir depuis longtemps, cet argent aussi. Vous êtes vieux, vous n'en avez plus besoin. Tandis que moi, j'ai des projets, des ambitions. Marianne et moi, nous voulons vivre, pas juste survivre comme vous l'avez fait toute votre vie. Nous t'avons tout donné. La voix d'Henry a explosé depuis l'escalier, chargée d'une douleur si profonde qu'elle semblait venir du centre de la terre. Nous nous sommes privés pour que tu aies la meilleure éducation. J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant des années pour payer tes études. Ta mère a recousu tes vêtements, cuisiné avec des restes, économisé chaque centime pour toi. Luc s'est retourné vers lui, son visage se tordant en une expression de mépris. Et j'aurais dû vous en être reconnaissant, vous en remercier. Il a ri, un rire dur, amer. Vous avez fait votre devoir, rien de plus. Et maintenant, c'est à mon tour de prendre ce qui m'appartient. Il a jeté l'enveloppe sur la petite table de l'entrée. Elle a atterri avec un bruit sourd qui a résonné dans le silence terrible qui avait envahi la maison. Vous avez jusqu'à lundi, a-t-il annoncé en se dirigeant vers la porte. Lundi matin, 9 h, chez le notaire Maître Blanchard. Vous signez tout. La maison, les comptes, tout. Ou bien, il s'est arrêté sur le seuil, se retournant une dernière fois vers nous. La lumière du matin derrière lui créait une silhouette sombre, presque démoniaque. Ou bien je détruis ce qu'il reste de votre réputation. Je publie chaque page de ce cahier sur Internet. Je raconte à tout arbre qui tu es vraiment, maman. Une femme adultère qui a menti pendant 40 ans. Un mensonge qui a détruit une famille. Son regard s'est posé sur Henry. Et toi, le cocu qui a élevé l'enfant d'un autre sans même avoir le courage de l'avouer. Il est parti, refermant la porte derrière lui avec un claquement définitif. Je me suis effondré sur le sol, mes jambes ne me portant plus. Henry a descendu les escaliers aussi vite qu'il le pouvait avec son bras blessé et s'est agenouillé à côté de moi. Nous sommes restés là sur le carrelage froid de l'entrée, serrant l'un contre l'autre, tandis que le monde que nous avions construit pendant 50 ans s'écroulait autour de nous en poussière et en cendres. Le dimanche est arrivé, notre dernier jour avant l'ultimatum de Luc. J'ai passé la matinée assise près de la fenêtre du salon, regardant les gens se rendre à la messe de 10 h à la cathédrale. Des familles entières, habillées de leurs plus beaux vêtements du dimanche, des enfants qui couraient en avant, des grands-parents qui marchaient lentement, main dans la main. La vie normale, la vie que nous avions eue autrefois et qui nous semblait maintenant appartenir à un autre univers. Henry était à la table de la cuisine, feuilletant les pages du cahier original. Oui, le cahier original. Parce que dans toute leur arrogance, Luc et Marianne avaient fait une erreur cruciale. Ils n'avaient pris que des photocopies lors de leur première visite au grenier. Le vrai cahier, mon vieux journal bleu aux pages jaunies, était toujours caché, mais dans un endroit différent. Je l'avais déplacé il y a des années, le glissant dans une pochette cousue à l'intérieur du matelas de notre lit. Un instinct, peut-être. Ou simplement la paranoïa d'une femme qui savait que ses secrets étaient trop dangereux pour être laissés sans protection. Odette a appelé Henry doucement. « Viens, il faut qu'on parle. » Je me suis levé, mes articulations protestant après être resté assise si longtemps. Quand je suis arrivé dans la cuisine, Henry avait ouvert le cahier à une page spécifique. Ses yeux étaient rouges. Avait-il pleuré en le lisant? « Regarde », a-t-il dit en pointant du doigt. C'était une page que j'avais écrite en 1973, 2 ans après la naissance de Luc. Mon écriture était serrée, presque frénétique, les mots se bousculant sur le papier comme s'ils voulaient s'échapper de ma tête. Aujourd'hui, Luc a fait ses premiers pas. Henry l'a attrapé dans ses bras et l'a fait tournoyer dans le salon, riant si fort que les voisins ont dû nous entendre. J'ai regardé mon mari et mon fils, et j'ai compris que le sang ne fait pas la famille. L'amour l'a fait. Henry est son père. Peu importe ce qui s'est passé avec Antoine. Peu importe les doutes qui me rongent parfois la nuit. Henry est son père de toutes les façons qui comptent vraiment. Les larmes ont recommencé à couler sur mes joues. Je l'avais oublié.
ai-je murmuré. J'avais oublié que j'avais écrit ça. Henri a tourné quelques pages. Il y en a d'autres, tant d'autres. Sa voix tremblait. Des recettes de ta mère que tu as recopiées. Les premières phrases que Luc a prononcées. Le jour où il est rentré de l'école en disant qu'il voulait devenir menuisier comme son papa. Il m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis la chute. De l'espoir. Ce cahier n'est pas juste une collection de secrets honteux, Odette. C'est ta vie, notre vie, l'histoire de notre famille. Une idée a commencé à germer dans mon esprit. Folle, dangereuse, mais peut-être notre seule chance. Henri, ai-je dit lentement, et si on ne se cachait plus? Il m'a regardé sans comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Marianne veut utiliser ce cahier pour nous détruire. Elle veut que nos secrets nous paralysent, nous fassent honte au point qu'on préfère tout abandonner plutôt que d'affronter la vérité. Ma voix devenait plus forte, plus assurée. Mais si on la devançait? Si on racontait nous-mêmes notre histoire? Tu es folle, a murmuré Henri. Mais je voyais dans ses yeux qu'il commençait à comprendre. Peut-être, ai-je répondu. Mais je suis fatigué de fuir, fatigué d'avoir honte, fatigué de laisser Marianne dicter les termes de notre existence. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Le lendemain, je n'irai pas chez le notaire pour signer les papiers. Non, j'irai à la pont Napoléon, cette magnifique pont qui enjambe le Gave de Pau, où tous les dimanches après-midi, les habitants de Tarbes se promenaient, prenaient des photos, profitaient de la vue sur les Pyrénées. Et là, je raconterai mon histoire. Le lundi, à 15 heures précises, Henri et moi sommes arrivés sur le pont. J'avais le cahier serré contre ma poitrine, protégé dans un sac en toile que ma mère m'avait brodé il y a 50 ans. Le soleil brillait, transformant l'eau en 1000 diamants scintillants. Des touristes prenaient des photos. Des couples se promenaient main dans la main. Des enfants couraient en riant. Et au bout du pont, comme je m'y attendais, se tenaient Luc et Marianne. Ils nous avaient vus. Le visage de Marianne s'est durci, celui de Luc s'est tordu de colère. Ils ont commencé à marcher vers nous, rapidement, avec détermination. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» a sifflé Marianne quand ils nous ont rejoints. « Vous devriez être chez le notaire. »« Non !» ai-je répondu, ma voix portant dans l'air clair de l'après-midi. Plusieurs personnes se sont retournées pour nous regarder. « Non, Marianne, c'est fini. » J'ai ouvert le sac et en ai sorti le cahier. Le vrai cahier bleu, pas les photocopies. Les yeux de Marianne se sont écarquillés de surprise. « Comment? Quand tu croyais l'avoir ?» ai-je dit avec un sourire triste. « Tu n'as jamais eu que des copies. » J'ai ouvert le cahier et, avant que quiconque puisse m'arrêter, j'ai commencé à lire, à voix haute, pour tous ceux qui voulaient entendre. Été 1971. Ma mère vient de mourir. Je me sens si seul que j'ai l'impression de me noyer. Henri travaille constamment. Je ne sais plus qui je suis. Les gens s'arrêtèrent maintenant, formant un cercle autour de nous. Certains semblaient gênés, d'autres fascinés. Marianne a tenté de m'arracher le cahier, mais Henri s'est interposé malgré son bras blessé. « Laisse-la parler », a-t-il dit fermement. J'ai continué, les larmes coulant librement sur mon visage. J'ai eu une liaison, brève, née du désespoir, pas de l'amour. Quand mon fils est né, j'ai douté de qui était son père. Ces doutes m'ont rongé pendant des années. Le silence s'était fait sur le pont. Même le vent semblait retenir son souffle. Mais ce cahier contient bien plus que mes erreurs, ai-je poursuivi, tournant les pages. Il contient la recette des cannelés de ma mère. La première fois que mon fils a dit « je t'aime », le jour où mon mari a pleuré de joie en tenant son bébé. Les nuits blanches, les rires, les disputes, les réconciliations. Une vie entière. J'ai regardé Luc dans les yeux. Tu voulais détruire ce cahier pour me détruire. Mais en le détruisant, tu détruirais aussi toi-même. Ton histoire, tes premières années, tout ce qui fait de toi ce que tu es. Je ne veux rien de tout ça, a crié Luc, son visage rouge de colère. Je veux ce qui m'appartient. Quoi? L'argent? Henri a ri, un rire amer. Tu as essayé de nous tuer pour de l'argent, Luc, pour une maison et des économies. Mais tu sais ce que tu as vraiment tué? L'amour, la famille, tout ce qui avait de la valeur. J'ai laissé le vent prendre quelques pages du cahier, les emportant au-dessus de l'eau. Des murmures ont parcouru la foule. Marianne a crié, tentant d'attraper les pages qui voletaient, mais je ne les ai pas toutes laissées partir. J'en ai gardé certaines, les recettes de ma mère, les dessins que Luc avait faits enfant, les moments précieux qui méritaient d'être préservés. Ce cahier était une arme entre tes mains, ai-je dit à Marianne, ma voix calme maintenant, presque sereine, mais c'est aussi ma mémoire.
mon histoire, ma vie. Je ne la brûlerai pas, je ne la cacherai pas. Je vivrai avec mes cicatrices, mais aussi avec ma dignité. J'ai regardé mon fils une dernière fois. Tu peux avoir la maison si tu veux tant, tu peux avoir l'argent, mais tu n'auras pas mon silence, tu n'auras pas ma honte. Et tandis que le soleil descendait derrière les Pyrénées, peignant le ciel de roses et d'or, je suis parti du pont, Henri à mes côtés, laissant derrière nous un fils qui avait tout perdu en voulant tout gagner. Aujourd'hui, à 73 ans, je vis dans un petit appartement à Pau, loin de Tarbes et de ses souvenirs. Henri est à mes côtés, son bras définitivement affaibli, mais son cœur toujours aussi fort. Nous n'avons plus la maison, plus les économies, plus rien de matériel. Mais nous avons notre dignité, nous avons notre vérité, et nous avons compris que certains trésors ne peuvent être volés, même par ceux que nous avons le plus aimés. Mon fils a obtenu ce qu'il voulait financièrement, mais il a perdu quelque chose d'infiniment plus précieux. Une famille qu'il aimait inconditionnellement malgré tout. Parfois, je me demande s'il regrette. Si, dans le silence de ces nuits, il entend encore l'écho de nos cris, alors que nous tombions de cette falaise. Je vous pose cette question, à vous qui m'avez écouté jusqu'au bout. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous brûlé ce cahier pour effacer vos erreurs? Auriez-vous cédé au chantage pour préserver une paix illusoire? Ou auriez-vous choisi, comme moi, de vivre avec vos cicatrices visibles plutôt qu'avec une honte invisible? Les secrets peuvent être des prisons ou des libérations. Tout dépend de ce que nous en faisons. J'ai appris que la vérité, même douloureuse, est toujours plus légère à porter que le mensonge. Et que l'amour véritable ne se mesure pas au sang partagé, mais aux années vécues côte à côte, dans la joie comme dans la souffrance. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres relations familiales, sur vos propres secrets, alors suivez cette chaîne pour entendre d'autres récits de vie. Laissez un like si vous pensez que la dignité vaut plus que n'importe quel héritage et partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin de savoir qu'on peut survivre même aux trahisons les plus profondes. N'oubliez pas, ce qui nous définit n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous choisissons d'y faire face.